Les renforts français sont arrivés en Côte d'Ivoire. Leur mission est de placer en sécurité les ressortissants français qui ont vécu une nuit d'angoisse après l'incendie du lycée français et les nombreux pillages. Michel Alliot-Marie affirme que la situation est tendue mais sous contrôle. Paris qui multiplie les appels pour que cesse la violence. Les 34 soldats français blessés seront rapatriés demain. Accident mortel d'un manifestant anti-nucléaire. L'homme qui manifestait sur une voie de chemin de fer a été percuté par le train qui transportait des déchets nucléaires vers l'Allemagne. La COJEMA parle d'accident dramatique. Les algues vertes en Bretagne, des dizaines de milliers de tonnes qui s'échouent sur les côtes avec des odeurs pestilentielles. Ces marées vertes ont été étudiées tout spécialement par des scientifiques qui nous livrent les premiers résultats de leurs recherches. Le Vendée Globe, les 2 femmes et 18 hommes engagés dans cette course à la voile en solitaire vont passer leur première nuit en mer. Après le coup d'envoi à la mi-journée, les voiliers accompagnés par une multitude de petits bateaux. Et puis du cinéma avec La Confiance règne, la nouvelle comédie d'Étienne Châtillaise. Vincent Lindon et Cécile de France sont 2 personnages infréquentables, 2 chapardeurs qui volent les bourgeois, mais quel que soit leur travers, ils sont attachants, peut-être plus que ceux de la bonne société. Madame, Monsieur, bonsoir. La première partie de ce journal sera bien évidemment consacrée à la crise en Côte d'Ivoire. Après une nuit d'émeutes et de pillages, les ressortissants français attendent avec angoisse les heures qui viennent. Les renforts français, 300 soldats en provenance de Libreville, arrivés dès ce matin, ont été déployés aux 4 coins d'Abidjan. D'autres unités font route en ce moment même. Paris affirme que la situation est sous contrôle. Pas question d'évacuation pour l'instant. La France qui appelle à une solution pacifique alors que ses ressortissants ont été pris pour cible depuis hier. Le point, Bertrand Coq. Ces tirs de mitrailleuses, ce sont des hélicoptères français qui, toute la nuit dernière, ont contenu les milliers de jeunes patriotes qui tentaient de s'emparer de l'aéroport. Dans la soirée, à la télévision, le chef de ces miliciens, acquis à Laurent Gbagbo, le président ivoirien, avait lancé des appels à la mobilisation. Et toute la nuit, les patriotes se sont livrés au pillage. Ils ont incendié les écoles françaises, forcé les maisons des ressortissants français pour détruire et voler. Une partie des Européens d'Abidjan ont été regroupés par les militaires français ou se sont retranchés sur leur lieu de travail. On était enfermés dans les toilettes de papa, moi, ma mère, ma soeur, mon frère, ma grand-mère de 85 ans, mon oncle et sa copine. Mes jambes tremblaient, mes mains tremblaient, tout tremblait. Aujourd'hui, alors que les pillages et les violences ont continué, les soldats français ont pris position en différents points de la capitale ivoirienne, notamment sur la route qui mène à l'aéroport. Selon le porte-parole de l'opération Licorne, la situation est sous contrôle mais reste difficile. Quand vous avez des mouvements de foule dans toute la ville, quand les gens qui vous téléphonent vous disent que des maisons brûlent, qu'il faut aller les chercher, que des éléments incontrôlés sont armés, tirent, pillent les maisons, ça s'appelle une situation pas facile, je pense. Et c'est un euphémisme. Ah bon, nous avons quand même la capacité à pouvoir répondre à tout ça. Hier, c'est la destruction par les Français des 2 chasseurs et de la demi-douzaine d'hélicoptères de l'armée ivoirienne qui avait provoqué la colère des partisans du régime. Cette neutralisation des forces aériennes de la Côte d'Ivoire faisait suite à la mort de 9 soldats français pris pour cible par l'un des avions. Une erreur, affirment aujourd'hui les militaires ivoiriens. C'est quelque chose que nous regrettons. Pour le reste, nos camarades français ont exprimé leurs représailles. Et puis ben voilà, nous en avons pris acte. Si l'armée ivoirienne semble vouloir calmer le jeu, certains politiques, eux, se déchaînent. Mamadou Koulibaly, le président du Parlement, a menacé la France d'une guerre longue comparable au Vietnam et les ressortissants français d'actions hyper barbares. Laurent Gbagbo, le chef de l'État, lui, est pour l'instant resté muet. Les images qui nous parviennent sont rares et pour mieux mesurer le traumatisme que vit la communauté française, je vous propose d'écouter ce témoignage. Cette jeune fille, la nuit dernière, s'est terrée avec toute sa famille pendant que les pillards saccageaient sa propre maison. Elle est maintenant réfugiée avec d'autres dans les locaux d'une société de sécurité privée en attendant l'aide des soldats français qui commencent à arriver. Témoignage recueilli par Maya Alesni. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent se réfugier parce qu'ils continuent les pillages non-stop, c'est non-stop. Il y a encore 15 minutes, on entendait des éclatements des gros coups de feu et tout. Tout le monde est rentré catastrophé dans la pièce. Hier, on était un peu moins de 40 et aujourd'hui, on est 88 dans une petite pièce. Il fait chaud, les gens sont pratiquement antipathiques et je peux comprendre. Les gens autour de moi sont très très stressés, ça tourne de partout, il y en a qui pleurent, ça dépend des moments. Il y en a qui craquent, on ne sait pas pourquoi, il y en a après, ils essayent de rigoler pour faire rire les autres.
tout le monde est stressé. Il y en a qui sont assis, qui ne parlent pas, qui regardent dans le vide. Et voilà, mais sinon, il y a 2 messieurs de l'ONU qui sont venus il y a 10-15 minutes. Et ils ont dit que dans les 2 heures, tous ceux qui voulaient être rapatriés, on allait au Bima et de là on partait. Je regarde mon petit frère, il est en train de pleurer parce qu'il s'en va, même si d'un côté ça le soulage de partir, d'un autre côté, je comprends qu'il laisse tout, quoi. Il laisse tout ce qu'il avait ici, on laisse tout ce qu'on a ici. On s'en va sans plus rien, on ne sait pas comment ça va se passer en France, on n'a jamais vécu, c'est pas la même vie. Mais voilà, on s'en va, mais d'un côté, même si ça fait bizarre de partir, je préfère partir et je ne remettrai plus jamais le pied ici. J'en ai une peur horrible, horrible, horrible. Et nous retrouvons maintenant notre correspondant en Afrique, Éric Meunier. Vous êtes à Dakar aux côtés des troupes françaises qui sont prêtes à aller renforcer le dispositif en Côte d'Ivoire. Quelles sont les toutes dernières informations dont vous disposez sur la situation particulièrement tendue à Abidjan? Effectivement, Béatrice, ici à Dakar, les troupes françaises, un peu comme à Libreville ce matin, se préparent à partir. Les avions français n'attendent qu'un ordre pour décoller. À Abidjan, ce soir, on peut dire que toute la partie sud de la ville, si vous voulez, la partie située entre l'océan et la lagune, est sécurisée. Aujourd'hui, les Français sont disposés à peu près dans tous les carrefours. Quelques incidents sont à déplorer, mais le calme est revenu. Des Français que nous avons joints sur place nous ont dit qu'ils comptaient passer la nuit chez eux. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Dans le camp du 43e Bima, dont on vient de parler, qui est le camp permanent des troupes françaises en Afrique, ainsi que dans un hôtel qui est le QG de l'ONU, des familles sont rassemblées. Ce sont les familles qui ont été victimes des pillages. Au nord de la ville, en revanche, pas de troupes françaises encore. Et les familles que nous avons pu joindre nous disaient qu'elles craignaient de passer à nouveau une très mauvaise nuit. Selon nos informations, une partie du dispositif français qui était disposé entre les 2 belligérants sur la ligne de front est en train de prendre la route et de descendre vers Abidjan pour pouvoir se disposer dans le nord de cette ville pour beaucoup de Français. C'est bien une opération d'évacuation qui se prépare, même si les autorités, pour l'instant, se refusent à prononcer ce mot. Merci Éric Meunier. On peut imaginer l'inquiétude depuis hier des Français qui ont de la famille en Côte d'Ivoire et qui vivent au rythme des nouvelles. Le ministère des Affaires étrangères a mis en place une cellule téléphonique, une cellule de crise qui donne des renseignements sur la situation sur place de ses ressortissants. À Paris, nous avons pu rencontrer ces étudiants qui sont entrés en contact ou tentent d'entrer en contact avec leur famille, comme le montre ce reportage de Laurent Di, Maya Lucini et Jacques Gérard. Ça tire toujours en ville ou pas? Forcément. Ça fait un moment que t'as pas entendu tirer. Après plusieurs tentatives, Pierre parvient enfin à voir son père qui travaille à Abidjan. Les nouvelles sont plutôt bonnes. Mes parents ont refusé donc l'évacuation sur le 43e Bima, car pour le moment la zone, zone 4 Biétry, est sécurisée par l'armée française. Bon, c'est mon père donc qui va me rassurer forcément. Entre enfants d'expatriés, ils ont préféré se réunir pour guetter les nouvelles. Les parents de Bertrand travaillent là-bas. Mais aujourd'hui, leur fils aimerait bien les voir rentrer en France. Des SMS, ça passe plus, tout ce qui est international. On a peur pour la famille, on a peur qu'il leur arrive quelque chose, qu'ils se fassent attaquer. C'est vrai que le mieux, ça serait quand même qu'ils se fassent rapatrier, qu'ils puissent partir le temps que tout se calme. Ils étudient en France depuis 2 ou 3 ans, mais avant, ils ont passé plusieurs années à Abidjan. Lorraine est même née là-bas, mais aujourd'hui, elle ne reconnaît plus du tout le pays de son enfance. Aujourd'hui, ça fait bizarre de voir qu'est-ce que c'est devenu par rapport à ce que c'était. Tous ces sentiments qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas ça du tout avant. Avant, c'était la paix qui régnait tout le temps. Il n'y avait aucun problème de racisme, que ce soit les Français envers les Ivoiriens ou les Ivoiriens envers les Français. Il n'y a jamais eu ce genre de problème. Ce soir, ils espèrent que leurs parents ont pu se placer sous la protection des militaires français. Ils se préparent à de longues heures d'attente avant de les joindre à nouveau. Vous le savez, 9 soldats français ont été donc tués hier dans le bombardement de Bouaké. 34 autres sont blessés. La plupart venaient de Poitiers, du régiment d'infanterie chars maritimes. Jean-Pierre Raffarin s'est rendu dans cette caserne, saluant le courage de ces hommes. L'occasion pour le Premier ministre de rappeler que la France était mobilisée pour défendre l'état de droit en Côte d'Ivoire et éviter une guerre civile. François Privat, Stéphane Alérang. Un drapeau en berne, synonyme de douleur et de consternation. À Poitiers, le régiment d'infanterie chars de marine vit des heures difficiles. 5 de ces hommes ont perdu la vie en Côte d'Ivoire. À ce lourd bilan s'ajoute une quinzaine de blessés. Je pense que la première réaction, c'est justement se mettre au service de ceux qui souffrent et
faire abstraction de sa propre souffrance, même si, du fait de l'ancienneté de professionnalisation du RICM, ce sont plus que des frères d'armes qui ont été touchés, ce sont des camarades, voire des amis très proches. Fin septembre, 450 hommes du RICM ont pris la direction de la Côte d'Ivoire, par avion et par mer avec le matériel. Rwanda, Albanie, Afghanistan. Ce régiment est rompu aux missions difficiles. La nuit dernière, à la caserne, on s'est relayé auprès des familles des disparus venus rejoindre la cellule de crise. Personne n'accepte la douleur et la peine. Que les gens soient préparés ou pas, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas et c'est un choc impressionnant. Donc personne n'est préparé à ça. Notre but, c'est d'essayer de les apaiser. Cet après-midi, c'est le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, qui a rendu visite à l'état-major du RICM. La France, avec le soutien de l'ONU en Côte d'Ivoire, milite pour la paix et mobilisée pour défendre l'état de droit et éviter cette guerre civile. Les soldats blessés seront rapatriés demain matin, tandis que des obsèques nationales pourraient être organisées mercredi aux Invalides à Paris. Le ministère de la Défense a mis en place pour les familles des soldats français une cellule téléphonique à Paris. Plusieurs centaines d'appels ont été reçus, témoignant là aussi de l'inquiétude de ces hommes et de ces femmes qui cherchent à avoir des nouvelles de leurs proches. François Baudonnet, Olivier Martinet. Votre fils n'est ni sur les listes des personnes ayant été tuées, ni de celles ayant été blessées en Côte d'Ivoire. Rassurer, c'est la mission qu'ont accepté ces volontaires du ministère de la Défense. Et depuis 8h30 ce matin, ces militaires et ces civils répondent à des centaines de familles inquiètes. Énormément d'appels sont passés par des membres de famille extrêmement angoissés. Certains sont en larmes, peuvent à peine parler. Effectivement, ils sont dans l'ignorance. Sur chaque table, la même liste, avec sur une page les noms des soldats français tués hier et ceux de leurs camarades blessés. Si on se trouve avec une personne ayant été tuée ou blessée, on les renvoie directement vers le régiment de manière à ce que quelqu'un du régiment puisse la prendre directement. Oui, je vous écoute. Dès ce matin, les familles des victimes ont été prévenues individuellement. Les volontaires de la cellule téléphonique ont donc un rôle plus large d'information. Ce sont des gens qui ont été briefés sur les éléments qu'il faut communiquer au public, à la fois sur les incidents qui ont eu lieu hier, sur la situation générale en Côte d'Ivoire, mais qui n'ont pas de préparation psychologique particulière pour cet exercice. Au total, ici, 1300 appels ont été traités aujourd'hui. La cellule téléphonique répondra dorénavant jour et nuit. Les autorités françaises multiplient les messages à l'égard de Laurent Gbagbo, de ses partisans, mais aussi des forces nouvelles, les ex-rebelles, dont on apprend que la grande ville du nord de la Côte d'Ivoire, Korogo, est privée d'eau, d'électricité et de téléphone. La France a pour seule priorité d'appeler au calme et à la raison. La France, dit Michel Barnier, n'est pas là pour déstabiliser le pays ou prendre parti, mais pour préserver la légalité constitutionnelle. Enfin, pour la ministre de la Défense, la situation est sous contrôle. Ce sont ses mots. Je vous propose de les écouter. Les évacuations sanitaires sont en cours, avec notamment 3 avions que nous avons envoyés, 2 Falcon et un Airbus. Les blessés devraient être à Paris dans la matinée de lundi. La situation est sous contrôle, mais la situation demeure tendue. Il ne faut pas se le cacher. Nos forces sont là pour permettre à ce pays de retrouver la paix, c'est-à-dire pour permettre que se renoue le dialogue entre les différentes parties ivoiriennes. Elles n'ont aucun autre but et certainement pas pour objet de déstabiliser les institutions ivoiriennes. La France, qui envoie en Côte d'Ivoire de nouvelles troupes, renforce donc son dispositif militaire. Dans ce pays coupé en deux, quelle est précisément la tâche des soldats français de l'opération Licorne? Thierry Curtet, Dominique Bonnet. Licorne, c'est le nom de la force française en Côte d'Ivoire. Depuis 2 ans, 4000 hommes assurent une première mission officielle. Ils sont la force d'appui aux 6000 casques bleus. Mais depuis hier, l'objectif a clairement changé. Désormais, la protection des 15 à 20 000 ressortissants étrangers, dont une majorité de Français, est la priorité. Partout dans le pays, les troupes font mouvement. Le plan était préparé de longue date. Les soldats vont protéger les familles dispersées. Les forces françaises, notamment de Licorne, font un travail formidable
Il se porte immédiatement au secours de toute famille, de tout Français, de tout binational et même de tout membre d'autres communautés étrangères qui font appel à eux pour les sortir d'une situation difficile. Il y a eu plusieurs dizaines de cas comme cela. Cette protection sur place est une première étape. Si la situation s'aggrave, les ressortissants sont regroupés avant d'envisager une évacuation. Jusque-là, les emprises françaises étaient dispersées le long de la zone de fracture entre nord et sud. Certaines de ces zones restent calmes. L'état-major opère actuellement un redéploiement pour renforcer la ville qui inquiète le plus les autorités françaises, Abidjan, où 700 hommes supplémentaires viennent d'arriver. Au chapitre politique en France, écoutons les réactions du Parti socialiste qui, dans cette crise, se montre uni derrière l'action gouvernementale. Ségolène Royal le disait à nos confrères de Radio J. La France est unie. Je crois d'abord derrière son armée qui a un rôle de maintien de la paix sous mandat de l'ONU. Je crois aussi que les attaques contre les écoles françaises sont totalement inadmissibles. Je crois qu'en attaquant les écoles, en attaquant les enfants aussi, ça prouve que le signal est particulièrement grave. Et bien sûr, nous sommes unis derrière l'action gouvernementale, derrière l'action des forces françaises sous mandat de l'ONU. Quant à Laurent Fabius, il lance solennellement un appel au calme à Laurent Gbagbo. Enfin, le pape Jean-Paul II ce matin, devant des centaines de fidèles, place Saint-Pierre, appelé à l'arrêt des violences, puissent les armes se taire et l'accord de paix être respecté et le dialogue reprendre, a dit le Saint-Père. En France, la communauté ivoirienne compte quelques 70 000 personnes. La majorité réside en région parisienne. Aujourd'hui, électrisés par la situation de crise dans leur pays, certains d'entre eux ont manifesté devant leur ambassade. Leur voix fait écho aux préoccupations de leurs compatriotes, mais elle n'est pas nécessairement représentative de toute une communauté. Laurence Deleur, Vincent Ferreira. 400 Ivoiriens vivant en France sont venus manifester cet après-midi à quelques mètres de l'ambassade de Côte d'Ivoire pour soutenir leur pays et leur président. Ce qui se déroule là-bas depuis hier après-midi les inquiète, les menaces contre les Français demeurant à Abidjan aussi. Qu'ils laissent les Français, les civils français tranquilles, qu'on ne se trompe pas de combat. Notre combat, c'est contre l'armée d'occupation française qui est en Côte d'Ivoire. Les manifestants tiennent à rappeler que les événements de ce week-end concernent aussi leur peuple. Pas que les Français qui souffrent de cette situation, les Ivoiriens aussi souffrent de cette situation. Donc ce n'est que la conséquence de cette situation dans laquelle nous avons une hâte de sortir. Une déclaration de guerre, c'est ainsi qu'il qualifie la destruction des moyens militaires aériens ivoiriens décidée par Jacques Chirac après le bombardement de troupes françaises à Bouaké. Pour eux, l'armée française doit quitter le pays. C'est Ivoirien contre Ivoirien. C'est entre nous, nous sommes frères et sœurs. Laissez-nous nous libérer nous-mêmes. On a besoin de personne. Les Ivoiriens de France veulent poursuivre la mobilisation. Ils appellent à une grande manifestation le 11 novembre. Depuis le début de l'opération Licorne en septembre 2002, les violences anti-françaises ont jalonné cette période d'incidents. Dès octobre 2002, Laurent Gbagbo évoquait la montée d'un sentiment anti-français et quelques semaines plus tard avaient lieu les premiers affrontements. Stéphane Bretner. Si les Français s'amusent, si la Côte d'Ivoire est menacée, si la guerre est généralisée, à chaque Ivoirien... Le message est clair et il fait froid dans le dos. En ce début janvier 2003, les partisans du président Gbagbo ne veulent plus de Français sur leur sol, civils ou militaires. À Abidjan, les manifestations dégénèrent à chaque fois en quasi-émeute. Devant l'ambassade de France, d'abord. Puis quelques jours plus tard, une centaine de militants surexcités tentent d'entrer en force dans la base militaire. C'en est trop. La France conseille alors à ses ressortissants de quitter le pays au plus vite. Fin janvier, 3000 personnes font leurs valises encadrées par les militaires jusqu'à l'aéroport, un départ que les partisans du président saluent à leur manière. On n'a aucune haine contre les Africains, mais vraiment ça dégénère. On est en Afrique, on vit avec eux, on est là pour eux et pour nous aussi, mais qui laissent partir nos enfants, c'est tout ce que j'ai à dire. Parmi les Français qui sont restés, Jean Hélène, journaliste à RFI. Il sera abattu par un policier le 22 octobre 2003, première victime civile du sentiment anti-français en Côte d'Ivoire. Les autorités tenteront de rassurer, mais sans convaincre. Nous ferons en sorte
que les journalistes internationaux ne travaillent pas la peur au ventre. La peur au ventre, les Français l'auront encore en juin dernier. Nouvelle manifestation de violence devant l'ambassade de France, puis des centaines de jeunes se livreront à ce qu'ils appellent une chasse aux blancs. Une quarantaine de Français sont agressés et leurs maisons pillées. Avant de clore ce chapitre, je vous rappelle ce numéro de téléphone à disposition des familles. Pour tout renseignement, les familles de militaires peuvent appeler le 01 44 42 49 99. Par ailleurs, une autre ligne, cette fois-ci mise en place par le ministère des Affaires étrangères, est à destination des familles de ressortissants, le 01 45 50 34 60. Dans l'actualité en France, la mort d'un manifestant anti-nucléaire qui suscite une très vive émotion. L'homme qui manifestait sur une voie de chemin de fer a été percuté par le train qui transportait des déchets nucléaires vers l'Allemagne. La COJEMA parle d'accident dramatique. Le point avec Christine Boss. Le train Castor était toujours immobilisé en fin d'après-midi à 500 mètres de la gare d'Avricourt. Sous ses roues, un manifestant anti-nucléaire décédé après avoir eu une jambe sectionnée. L'accident s'est produit vers 14h30 dans la forêt. À l'issue d'un virage, des manifestants tentaient d'empêcher le passage d'un train de déchets nucléaires en route vers l'Allemagne. Le jeune manifestant n'a pas pu se dégager de ce dispositif au moment de l'arrivée du train. Il était placé de telle manière que malgré un freinage d'urgence, le convoi l'a heurté. Pourtant, le convoi était sous haute surveillance. Des motards précédaient le train pour s'assurer qu'aucun manifestant n'était enchaîné au rail, comme ce matin près de Nancy, où le train en provenance de Valognes a été bloqué pendant 2 heures. Alors, imprudence des manifestants ou vitesse excessive, l'enquête devra le déterminer. On ne veut pas prendre des risques, comme il est arrivé aujourd'hui, où ça arrive jusqu'à ce que des militants soient blessés. Et on prend toujours le maximum de précautions et s'il le faut, on ne le fait pas. Les Verts, choqués par la mort de ce manifestant, ont demandé l'organisation d'un véritable débat démocratique sur la filière nucléaire. C'est demain que reprendra le procès d'Émile Louis, victime vendredi d'un malaise. À la barre seront entendus les enfants du gendarme Jeanbert. Sans le travail et l'obstination de cet homme, il est probable que personne n'aurait jamais entendu parler d'Émile Louis. Fanny Auvergne, Sylvain Gauthier. 20 ans avant les aveux d'Émile Louis, le gendarme Jeanbert avait déjà tout compris. Quand à la fin des années 70, 7 jeunes filles de la DAS disparaissent mystérieusement autour d'Auxerre, il est le seul à faire le lien avec un chauffeur de car qui les connaissait toutes. Enquête de voisinage, recoupement, filature, le rapport de synthèse de Jeanbert est clair. Il est certain que pour les 6 connues officiellement, elles se trouvaient toutes dans l'environnement de Louis-Émile. Au départ, non, personne n'a écouté, non. Lui, il était catégorique. Quand il parlait donc du chauffeur de car, moi je me souviens de ça à l'époque, c'était catégorique. C'était lui qui avait assassiné les filles, parce que pour lui, les filles, elles avaient été tuées. Pourtant, la justice refuse d'enquêter sur les disparitions. Le gendarme s'obstine car au même moment, le corps d'une jeune femme de la DAS est retrouvé sous un tas de fumier à Rouvray. Il s'agit de Sylviane Lesage qui a vécu chez Émile Louis et qui aurait même été sa maîtresse. Jeanbert arrête Émile Louis qui nie en bloc. Les magistrats préfèrent classer le dossier à nouveau. Ça va se terminer par un non-lieu, donc on n'a pas suffisamment de charges contre Émile Louis. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, je ne suis même pas sûr que ce soit lui qui soit l'auteur des faits. Jeanbert est l'un des seuls à avoir perçu la double personnalité d'Émile Louis. Son enquête sur les disparus, c'est l'affaire de sa vie. Il va surveiller Émile Louis jusqu'à l'obsession. Lui était également un enfant de la DAS, que lui ne se considérait pas d'ailleurs comme un enfant de la DAS, il disait « je suis pupille de la nation ». C'est une différence. Lui, il avait le sens de l'honneur et il prétendait qu'Émile Louis, enfant de la DAS comme lui, n'avait pas le sens de l'honneur que lui avait. C'était son combat. Un combat qui a fini par aboutir 15 ans plus tard. Le rapport Jeanbert a servi de base aux enquêteurs qui ont fait avouer Émile Louis en décembre 2000. Mais entre-temps, Jeanbert est mort, suicide ou assassinat, l'enquête est en cours. Plusieurs milliers de manifestants contre le racisme et l'antisémitisme en province et à Paris. Un cortège qui n'a pas fait le plein en raison de l'éclatement du mouvement. Yann Jiquel, Éric Mézy. Vivre ensemble, libre, égaux et solidaire, la banderole de tête de la manifestation de cet après-midi à Paris se voulait unitaire. Mais pour une fois, les leaders syndicaux ou politiques n'étaient pas les véritables vedettes. Celui vers qui tous les micros se tendaient, c'était lui. Fouad Alaoui. Il faut dire que la présence du très controversé président de l'Union des organisations islamiques de France a fait fuir SOS Racisme, le CRIF et la LICRA.
M. Alaoui ne comprend pas les raisons de cette polémique. En réalité, leur choix il est sélectif. Et que lorsque nous sommes contre le racisme et l'antisémitisme, on ne doit pas avoir de choix sélectif. Les organisateurs ont tenté de minimiser cette présence en invitant le président de l'UOIF à quitter les premiers rangs du cortège. Débarrassé de ce voisin gênant, le président du MRAP n'a pu que regretter l'absence de SOS Racisme. Je déplore que nos amis des SOS Racisme n'aient pas cru bon, malgré les mains tendues, s'associer avec nous. Au-delà des dirigeants, c'est le danger d'enfermer la communauté juive dans un bunker. La polémique a sans doute eu une influence sur le nombre de manifestants. Aujourd'hui, il n'était que 8000. La politique, comme elle ne se fait pas habituellement. Christine Boutin organisait aujourd'hui une rencontre entre militants avec comme principe de base celui des rencontres destinées aux célibataires. Voyez plutôt Arnaud Boutet, Sylvain Gauthier. Coincés dans un couloir, ils attendent leur tour un peu crispés. La porte s'ouvre, top départ. Ils ont 7 minutes pour faire connaissance par groupe de 2. Je suis syndicaliste, mais je suis retraité de l'industrie. Cela ressemble à une rencontre de célibataires, mais la discussion n'est pas amoureuse, elle est politique. 30 couples face à face dans un studio photo. Dans chaque recoin, tout le monde discute de tout et c'est parfois déroutant. Donc dans l'écologie, il faut beaucoup réfléchir et il faut travailler dans le sens de l'intérêt de l'homme et de sa pérennité. Ah ben le temps de travail, moi je peux vous dire que c'est une catastrophe, les 35 heures dans les travaux publics, c'est une catastrophe. Alors chers participants, je vous rappelle que la première séance est terminée et qu'il vous faut maintenant quitter vos chaises. Speed dating, cela signifie une rencontre rapide, à toute vitesse. Christine Boutin encourage et bouscule ses amis. Qu'est-ce qui se passe? On change? On tourne? Persuadée d'avoir trouvé le filon. Ça va, ça se passe bien? Ça marche super bien. C'est pas une question de mode, c'est une question. Il y a 8 millions, 9 millions même de célibataires qui cherchent l'âme sœur. Eh bien, ce concept a été mis sur pied. Eh bien, moi, je me dis pourquoi on ne le ferait pas pour la politique? Et apparemment, ça a l'air de tenir. Il y a toute la famille, les bébés et tout ça. Après le speed dating, le modern dancing. Christine Boutin, candidate à la présidence de l'UMP, fait tout pour être moderne, dans l'espoir de se faire entendre. En Grande-Bretagne, l'accident de train hier à l'ouest de Londres a fait 6 morts, 5 blessés graves. Plusieurs dizaines de passagers ont été hospitalisés. Cet accident est le dernier en date d'une longue série en Grande-Bretagne depuis la privatisation des chemins de fer. On ignore pour l'heure les causes exactes de l'accident. Laurent Boussier. Hélicoptères, pompiers, policiers et surtout enquêteurs, tout au long de l'après-midi, l'activité est restée très intense autour des 8 wagons disloqués et des restes de l'automobile responsable de l'accident. Une catastrophe ferroviaire qui s'est produite hier soir peu avant 18h30. Un train reliant Londres à Plymouth a heurté à 160 km/h un véhicule à un passage à niveau près du village d'Utphen-Nervet. On a entendu un grand bruit, du verre brisé, des débris qui volaient partout et des gens, beaucoup de gens qui criaient. Très vite, les secours s'organisent. Des carcasses tordues, les sauveteurs extrairont 6 corps sans vie, dont celui du conducteur du train, et des dizaines de blessés immédiatement évacués vers les hôpitaux de la région. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. On ne voyait rien et j'ai senti que mon corps passait par la fenêtre du wagon. Il y avait d'autres corps au-dessus de moi. Après les secours et l'émotion, les investigations. Les enquêteurs sont aidés par le témoignage d'un policier présent au moment du drame. Il a vu une voiture s'engager sur le passage à niveau, s'y arrêter, puis quelques secondes après, être percuté par le train. Une attitude qui peut faire penser à un acte suicidaire. Évidemment, c'est une explication plausible, mais nous étudions tous les éléments avant d'arriver à une conclusion. Pour les Britanniques, malheureusement, ça n'est qu'une catastrophe ferroviaire de plus. Depuis 20 ans, près de 150 personnes ont été tuées en Grande-Bretagne dans des accidents de train. Et un rapport sur la sécurité des chemins de fer pointait il y a quelques jours ces passages à niveau non sécurisés qui existent encore sur les grandes lignes. Aucun répit en Irak. L'assaut des forces américaines qui se prépare depuis de nombreux jours semble imminent. Le Premier ministre irakien a décrété l'état d'urgence sur tout le territoire pour les 60 jours à venir, à l'exception du Kurdistan. Autour de Fallujah, ce bastion sunnite, quelques 12 000 hommes auraient pris position. Les bombardements se poursuivent, alors qu'à Bagdad, 2 soldats britanniques ont été blessés dans un attentat suicide. Et puis concernant les otages français Christian Chesneau et Georges Malbruno retenus en Irak depuis 80 jours maintenant, Michel Barnier, le ministre des Affaires étrangères,
affirmait tout à l'heure à nos confrères d'RTL que les 2 journalistes étaient en ville il y a quelques jours. Par ailleurs, il a ajouté « Nous continuons notre travail dans des conditions difficiles. Nous avons affaire à des groupes disséminés avec des motivations différentes. » 2 informations maintenant concernant Yasser Arafat. D'abord, le Premier ministre palestinien Ahmed Koraï et le numéro 2 de l'OLP, qui gère les affaires palestiniennes, seront demain en France au chevet de Yasser Arafat à l'hôpital Percy de Clamart. Ils seront accompagnés du ministre des Affaires étrangères palestinien. Par ailleurs, Michel Barnier a affirmé que Yasser Arafat est vivant, sa voix s'ajoutant au dernier communiqué officiel indiquant que son état de santé était stationnaire. Enfin, à Gaza, on retiendra ces images de cette manifestation de soutien à Yasser Arafat et au président français, des centaines de jeunes qui approuvent donc l'attitude de l'État français. En France, après le dramatique incendie à Fontenay-le-Fleury qui a coûté la vie à 3 personnes hier, intéressons-nous aux détecteurs de fumée. En France, nous sommes sous-équipés. Moins de 1% des habitations en sont pourvues, contre 80% dans plusieurs pays européens. Une proposition de loi devrait être déposée dans les prochains jours. Romain Clément, Alain Locatio. Au 2e étage de cet immeuble, une famille de 3 personnes a perdu la vie. L'incendie s'est déclaré en pleine nuit. À l'origine, une cigarette mal éteinte au rez-de-chaussée. Aucun signal n'a permis de donner l'alerte. Une fille du 1er étage, je crois, qui est venue frapper à toutes les portes, enfin à certaines portes du moins. Et si cette femme n'était pas venue frapper à votre porte? Eh bien, on serait resté. Les incendies domestiques tuent chaque année 800 personnes et font près de 10 000 blessés. La moitié pourrait être évitée avec de simples détecteurs de fumée. Ce boîtier coûte à peine 45 €. Il fonctionne avec une simple pile. Démonstration avec un feu de poubelle. En moins de 5 minutes, la température dans cette pièce atteindrait les 600 degrés. Le détecteur, lui, réagit en 15 secondes. Rendre obligatoire ces appareils, c'est le combat de Josiane Bozino. Il y a 2 ans, elle perdait sa fille dans un incendie. Malheureusement, ma fille, qui était à l'étage, n'a pas pu sortir. Et je me suis dit que s'il y avait eu ces détecteurs de fumée, il n'y aurait pas eu cette panique. Et je pense, et j'en suis même à 99%, que ma fille serait encore là. C'est pour éviter ce genre de drame qu'ici à Rennes, un office HLM a décidé d'équiper 1500 logements. Mais en France, cela reste une exception, car moins de 1% des foyers ont suivi la même démarche. Une page environnement avec les algues vertes en Bretagne, des dizaines de milliers de tonnes qui s'échouent sur les côtes avec des odeurs pestilentielles. Ces marées vertes ont été étudiées par des scientifiques qui nous apportent les premiers résultats de leur recherche. Romuald Bonan, Gabriel Camilla. Vu du ciel, le spectacle est saisissant. Des marées vertes que ces scientifiques spécialistes des algues photographient, mètre carré par mètre carré. Un travail de fourmi pour mieux comprendre l'évolution de cette pollution qui, d'après les derniers relevés de ces chercheurs, couvre aujourd'hui 10% des 7000 hectares de plages bretonnes. Des marées vertes qui, l'hiver venu, ne sont quasiment plus visibles, alors qu'au large, les stocks sous-marins d'algues s'accroissent. On les mesure régulièrement. On sait que les algues vertes en fait, passent la saison sous forme de tout petits fragments au fond, et que dès que les conditions de lumière, de température deviennent favorables, on a à ce moment-là un développement très fort. Depuis 3 ans, la prolifération de ces algues est suivie ici à la loupe, afin de mettre au point des armes pour mieux lutter contre cette pollution, produisant des dizaines de milliers de tonnes de déchets pestilentiels. Des algues nourries notamment grâce au rejet de nitrates agricoles dans les rivières, puis en mer. Une pollution qui, selon les associations écologistes, sera inévitable tant que l'agriculture intensive ne sera pas remise en cause en Bretagne. Nous produisons par exemple 50% des porcs, alors que le territoire breton, la SAU, la surface agricole utile, ne représente que 5% de la surface agricole française. Comment voulez-vous, avec une telle concentration, que les principes agronomiques soient respectés? Pour leur défense, les agriculteurs avancent leurs solutions. Les nouvelles pratiques agricoles limitant l'emploi d'engrais chimiques ou la fertilisation des champs avec le lisier, utilisé à outrance il y a encore quelques années. Les nitrates qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui produisent algues vertes, on ne sait pas en quelle année ils ont été mis et combien de temps il faudra pour que les efforts qui sont faits aujourd'hui et qui sont conséquents portent leurs fruits. En attendant, les communes doivent payer des ramassages quotidiens pour être plus acceptables au regard des riverains. Certaines tentent même de valoriser ces déchets dans une filière de compostage, des solutions de circonstance pour faire contre mauvaise fortune bon cœur.
L'actualité sportive de ce dimanche, le Vendée Globe, c'est parti. Les 20 monocoques se sont élancés à la mi-journée, poussés par un tout petit vent, mais encouragés par une impressionnante flotte de petits bateaux. Une haie d'honneur pour saluer les navigateurs et les navigatrices qui entament cette course en solitaire sans escale et sans assistance. Ils s'apprêtent à passer leur toute première nuit en mer. Manuel Tissier, Frédéric Basile. 3, 2, 1... La course est lancée. Les navigateurs du Vendée Globe attendaient ce moment depuis des mois, des années pour certains. Le coup de canon libère 20 monocoques. Seul au monde, ou presque. Dans la baie des Sables d'Olonne, des centaines de bateaux spectateurs se bousculent. Mais très vite, Vincent Rioux s'échappe. Il est le premier leader de ce tour du monde. Psychologiquement, c'est toujours important, surtout pour le skipper. Vincent, on l'a laissé tout à l'heure, il avait un grand sourire. Il savait qu'il pouvait être maintenant à la hauteur de la situation. Une nouvelle fois, le départ a déplacé une foule immense dans le port vendéen. Près de 300 000 personnes venues dès l'aube applaudir les héros des océans. Les marins sont comme portés vers le large. L'heure du grand voyage et des adieux pour Sébastien Josse et sa compagne. Bref instant d'intimité avant la bagarre. Certains sont partis pour l'aventure, d'autres pour la victoire et le record. Mais les vraies difficultés sont droit devant. Aujourd'hui, ce n'était que du bonheur. C'était important à la fois que les concurrents n'aient pas de problème de sécurité, d'accrochage de départ, ce qui est toujours tellement bête, mais à la fois que les spectateurs puissent participer. Et là, les conditions étaient tellement bien qu'en fait, tout le monde y a trouvé son compte. Ce soir, les Sables d'Olonne retrouvent un peu de leur tranquillité de l'automne, pendant que 20 solitaires filent vers le bout du monde. Et puis le traditionnel marathon de New York. Ce matin, une foule de 30 000 coureurs a pris le départ sur le célèbre pont de Brooklyn. C'est le Sud-Africain Ramallah qui a été le plus rapide. Il a parcouru les 42 km 195 en 2 heures, 9 minutes et 24 secondes. À Saint-Sevé-dans-les-Landes, premier lâcher de taureau aujourd'hui. De tradition espagnole, cette manifestation voit donc le jour en France avec toutes les mesures de sécurité appropriées. Francis Mazoyer, Bernard Bonarme. Des taureaux de 500 kg à pleine vitesse et des coureurs parmi les meilleurs spécialistes en France et en Espagne. Le public était nombreux et a clairement apprécié. Le petit papelu n'en a pas encore la ferveur populaire, mais pour le premier, c'est jamais qu'il y ait autant de monde. Un jour, espérons qu'on puisse avoir autant cet engouement qu'on retrouve en Espagne autour des taureaux. Dans les Landes, on n'hésite pas à prendre un peu de hauteur afin de mieux voir le spectacle. Des courses avec des vaches, il y en a beaucoup dans le sud de la France, mais celle de Saint-Sevé avec des taureaux est une grande première. Pour limiter les risques d'accident, cet anciero n'est pas ouvert à tout le monde. Le fait que ce soit que des coureurs chevronnés, il y a beaucoup moins de danger, donc on peut courir plus à l'aise. Saint-Sevé et Saint-Sevé. Pamplona et Pamplona. Chaque course est particulière, explique cet Espagnol. Selon lui, Saint-Sevé doit servir d'exemple en France. En matière de sécurité, rien n'a été laissé au hasard. Protection des commerces. Et sans déconner, tu restes pas là, et mise en place de 2 rangées de barrières. Comme en Espagne, ça se fait à Pampelune, on a des barrières rivées au sol, avec un couloir de sécurité permettant aux coureurs d'Encierro de se sortir en cas de danger et de permettre aussi au public d'être en toute sécurité. Il n'y a eu aucun incident. Tout au plus, ce gros chagrin pendant la course des enfants avec des taureaux factices. Cinéma avec La confiance règne sur les écrans à partir de mercredi prochain. La nouvelle comédie d'Étienne Châtillaise devra enthousiasmer. Vincent Lindon, Cécile de France sont 2 personnages infréquentables, 2 chapardeurs qui volent les bourgeois, mais quel que soit leur travers, ils sont attachants peut-être plus que ceux de la bonne société. Pascal Deschamps, Marie-Pierre Cassignard. Tu les trouves pas trop petits? Je te dis que non. De toute façon, j'aime pas les gros seins. Ah, tu vois, si t'aimes pas les gros seins, tu trouves que les miens ils sont bien, ça veut dire qu'ils sont petits. Non. Bah si. Même s'ils se rencontrent, par hasard, rien ne sépare vraiment Christelle et Christophe. 2 laissés pour compte de la société, 2 employés de maison qui font le ménage à fond, en plongeant régulièrement leurs mains dans les poches ou les tiroirs de ceux qui les emploient. Une façon bien à eux de survivre dans un monde qui ne leur a pas fait de cadeau. Il n'y a aucune préméditation. Ils rentrent dans une pièce, ils ne viennent pas dans la pièce pour voler. Ils font le ménage et tout d'un coup, comme les petits animaux, vous savez qu'on voit la nuit, les suricates qui
Tout d'un coup, ils sont... Tac, hop, ils vont être rue. Et pour ceux qui ignoreraient, il y en a ce qu'est un suricate. En voici quelques images. C'est des personnages comme ça, il faut s'aider de ça. Prise de guerre. Pas de jugement moral donc, Châtilliez aime les parias et se plaît une nouvelle fois à pointer du doigt la bonne conscience des bourgeois. C'est elle la voleuse. C'est inscrit dans ses gènes, elle le porte sur le visage. Vous êtes définitivement une femme de droite, ma pauvre Françoise. Gaulliste. Nuance. N'importe qui peut devenir président de la France ou des États-Unis, sur le papier. Mais je trouve, moi, que l'enfant de bourgeois aura toujours un accès au savoir et à la connaissance plus évident et plus direct que le gosse des cités. Voilà, je trouve. Donc c'est pour ça, quand on me dit qui vous êtes, qui vous préférez, moi je mets avantage aux bourgeois pour l'accès aux choses. Et peut-être, dans le gosse des cités, c'est peut-être des familles quand même plus contemporaines où on est plus dans une réalité. Alors on est ensemble, on n'est pas ensemble. Christophe, c'est pas parce qu'on travaille ensemble, qu'on dort ensemble, qu'on baise ensemble, qu'on est ensemble. Une fois n'est pas coutume, Bah ouais. C'est finalement une histoire d'amour que nous raconte Étienne Châtilliez, comme s'il avait voulu pour une fois mettre une petite touche de douceur dans un monde de brut. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. À suivre la météo, Nathalie Riouet, puis Urgence. Le dernier journal à minuit 10, Jean-Claude Renaud. 13h demain, Christophe Ondelat. 20h, David Pujadas. Et puis demain soir, mots croisés d'Arlette Chabot avec deux débats. Y a-t-il un pouvoir homosexuel en France? Et la place de la religion dans la société? Faut-il remettre en question la loi sur la laïcité? Excellente fin de soirée sur France 2.